Don Antonio se mit en marche et dit « Il faut que vous sachiez qu'un peu plus d'une heure après que vous eûtes quitté la maison, je sortis pour vous chercher. Mais je n'avais pas fait 30 pas que je vis venir à moi une masse noire, une personne qui s'avançait en toute hâte. Et, quand elle fut proche, je reconnus que c'était une femme enveloppée d'une longue robe à la religieuse. Elle me dit d'une voix entrecoupée de soupirs et de sanglots. « Êtes-vous, Seigneur, étranger ou de la ville ?»« Étranger et espagnol, répondis-je. »« Grâce au ciel, dit-elle aussitôt. Il ne veut pas que je meure sans sacrement. »« Êtes-vous blessée, madame, répliquai-je, ou attaquée de quelque mal mortel ?»« Il pourrait se faire que celui que j'ai le fût en effet, reprit-elle, si l'on ne me secourt promptement. Par la courtoisie dont se piquent les gens de votre nation, je vous en supplie, Seigneur espagnol, tirez-moi de ces rues et menez-moi à votre logis avec toute la célérité possible. Là, si vous le désirez, vous saurez le mal dont je souffre, et même qui je suis, fût-ce au prix de ma réputation. » Quand je l'entendis ainsi parler, reconnaissant qu'elle avait besoin de ce qu'elle demandait, sans répliquer davantage, je lui tendis la main et gagnai notre logis par des rues tortueuses. Santisteban le page vint nous ouvrir. Je le fis retirer, et sans qu'il la vît, je la conduisis dans ma chambre. À peine entrée, elle se laissa tomber évanouie sur mon lit. Je m'approchai d'elle, et lui découvrant le visage qu'elle cachait sous sa mante, je découvris la plus merveilleuse beauté qu'yeux humains eussent jamais vue. Elle peut avoir, à ce que je crois, 18 ans, plutôt moins que plus. Je restai d'abord stupéfait à la vue d'une telle beauté. Enfin, je courus chercher un peu d'eau pour lui en jeter sur le visage. Elle revint à elle en poussant un douloureux soupir, et la première chose qu'elle me dit fut « Me connaissez-vous, Seigneur ?» ?»« Non, lui répondis-je, je n'ai pas eu le bonheur d'avoir connu tant de beauté. »« Ah, malheureuse, reprit-elle, celle à qui le ciel en a fait le funeste présent. Mais Seigneur, ce n'est pas le temps d'adresser des galanteries, c'est celui de secourir des infortunes. Par qui vous êtes, je vous supplie de me laisser enfermer ici et de ne permettre à personne de me voir. Retournez bien vite à l'endroit où vous m'avez rencontré et voyez si quelques personnes se battent. Mais ne favorisez aucun de ceux qui seraient aux prises. Séparez-les, car quelque malheur qui arrive de l'un ou de l'autre côté, il ne ferait qu'accroître le bien. Alors je l'ai laissé sous clé et je viens séparer ces combattants. « N'avez-vous plus rien à dire, Don Antonio ?» demanda Don Juan. « Vous semble-t-il que je n'en ai pas assez dit, répondit Don Antonio, puisque je vous ai dit que je tiens sous clé et dans ma chambre la plus merveilleuse beauté qu'yeux humains eussent vue. »« L'aventure est étrange, en vérité, reprit Don Juan. Mais écoutez la mienne. » Et sur le champ, il raconta à son ami tout ce qui lui était arrivé. Comment l'enfant nouveau-né qu'on lui avait remis était chez eux, au pouvoir de la gouvernante, et comment il avait donné l'ordre qu'on changeât en plus pauvre les riches langes qui l'enveloppaient, et qu'on le portât où l'on put l'élever, ou du moins remédier à la nécessité présente. « Quant au combat que vous venez chercher, ajouta-t-il, il est déjà fini, et la paix est faite. J'ai pris part à la mêlée, et à ce que j'imagine, tous ceux qui s'y trouvaient sont gens de qualité et de grande valeur. » Les deux amis furent fort étonnés de leur mutuelle aventure, et ils revinrent en toute hâte au logis pour voir ce dont pouvait avoir besoin la dame enfermée. En chemin, Don Antonio dit à Don Juan qu'il avait promis à cette dame de ne la laisser voir de personne, et que lui seul entrerait dans sa chambre tant qu'elle ne permettrait pas autre chose. « N'importe, répondit Don Juan.
Je trouverai bien moyen de la voir, et j'en ai un désir extrême, tant vous m'avez vanté ses attraits. » Ils arrivèrent sur cela, et à la clarté d'une lumière qu'apporta l'un des 3 pages qu'ils avaient, Don Antonio jeta la vue sur le chapeau que Don Juan portait, et vit qu'il était tout resplendissant de diamants. Don Juan se l'ôta et reconnut que cet éclat venait de plusieurs brillants formant une riche bourdaloue. Ils examinèrent tous deux ces brillants avec attention, et conclurent que s'ils étaient fins comme il le paraissait, le chapeau valait plus de 12 000 ducats. Ce fut alors qu'ils reconnurent que les combattants étaient gens de haut parage, principalement celui que Don Juan avait secouru, auquel il se rappelait avoir entendu dire « Prenez ce chapeau et gardez-le, car il est connu. » Ils firent retirer leurs pages, et Don Antonio, ouvrant sa chambre, trouva la dame assise sur le lit, la joue dans la main, versant d'abondantes larmes. Dans le désir de la voir, Don Juan s'approcha de la porte et passa la tête. Aussitôt l'éclat des diamants frappa les regards de la dame éplorée, qui s'écria en levant les yeux. « Entrez, seigneur duc, entrez. Pourquoi voulez-vous me donner avec tant d'avarice le bonheur de votre vie ?» ?»« Mais madame, dit alors Don Antonio, il n'y a ici aucun duc qui fasse difficulté de vous voir. »« Comment ?» s'écria-t-elle. « Celui qui se montre là maintenant est le duc de Ferrare. La riche parure de son chapeau ne lui permet pas de dissimuler. »« En vérité, madame, reprit Don Antonio, ce n'est pas un duc qui porte le chapeau que vous avez vu. Si vous voulez vous désamuser en voyant qui le porte, donnez-lui la permission d'entrer. »« Qu'il entre, j'y consens, dit-elle. Bien que si ce n'est pas le duc, mon malheur ne fera que s'en accroître. » Don Juan avait entendu tous ces propos, et voyant qu'il avait permission d'entrer, il se présenta dans la chambre, le chapeau à la main. Dès qu'il fut devant elle, et qu'elle reconnut que ce n'était pas celui qu'elle avait dit, elle s'écria en balbutiant et d'une voix troublée. « Ah, malheureuse que je suis! Seigneur, parlez vite, et sans me tenir davantage en suspens. Connaissez-vous le maître de ce chapeau? Où l'avez-vous laissé? Comment est-ce en votre pouvoir? Est-il vivant par bonheur? Ou bien sont-ce des nouvelles de sa mort qu'il m'envoie? Oh mon doux ami, qu'est-il donc arrivé? Je vois ici tes joyaux, je me vois enfermé sans toi, au pouvoir d'inconnus. Et si je ne savais pas que ce sont des gentilshommes espagnols, la crainte de perdre l'honneur m'aurait ôté déjà la vie. »« Calmez-vous, madame, répondit Don Juan. Le maître de ce chapeau n'est point mort, et vous n'êtes pas en un lieu où l'on vous fasse aucun outrage. Nous ne pensons qu'à vous servir, autant que nos forces nous le permettent, jusqu'à risquer la vie pour vous défendre et vous secourir. Il serait mal à nous de tromper la foi que vous avez dans la loyauté des Espagnols. Et, puisque nous le sommes, ainsi que gens de qualité, cette espèce d'arrogance n'est pas déplacée ici. Soyez certaine qu'on vous portera le respect que mérite votre personne. »« Je le crois ainsi, répondit-elle. Mais cependant, dites-moi, Seigneur, comment ce riche chapeau est-il tombé en votre pouvoir? Où se trouve son maître, qui n'est rien moins qu'Alphonse d'Este, duc de Ferrare? » Alors Don Juan, pour ne pas la tenir en suspens davantage, lui conta comment il s'était trouvé au milieu d'un combat, comment il avait secouru un gentilhomme qui, d'après ce qu'elle disait, devait être le duc de Ferrare. « Dans la mêlée, ajouta-t-il, j'ai perdu mon chapeau et trouvé celui-ci, et ce gentilhomme m'a dit de le garder parce qu'il était connu. Le combat s'est terminé sans que nous fussions blessés, ni le gentilhomme ni moi. Puis ensuite, quelques hommes sont arrivés qui doivent être des serviteurs ou des amis de celui que je pense être le duc, lequel m'a prié de le laisser et de m'éloigner
en se montrant très reconnaissant du service que je lui avais rendu. Voilà, madame, comment ce riche chapeau est venu en mon pouvoir. Et quant à son maître, si c'est le duc, comme vous le dites, il n'y a pas une heure que je l'ai quitté, sain, sauf et bien portant. Que ce récit véritable serve à votre consolation, si vous n'en trouvez à savoir que le duc est hors de danger. Afin que vous sachiez, ô Seigneur, reprit la dame, combien j'ai raison de m'informer de lui, prêtez-moi votre attention. Et écoutez, je ne sais si je dois dire ma malheureuse histoire. Tout le temps qu'avait duré cet entretien, la gouvernante l'employa à graisser la bouche de l'enfant avec du miel et à lui changer ses langes. Quand elle l'eut arrangé, elle voulut le porter chez une sage-femme, suivant l'ordre que lui en avait donné don Juan. Mais comme elle passait avec l'enfant devant la chambre où se trouvait celle qui allait commencer son histoire, la petite créature se mit à pleurer, de façon que la dame l'entendit. Elle se leva tout debout, prêta l'oreille et entendit plus distinctement les pleurs de l'enfant. « Quel est cet enfant, mes seigneurs » s'écria-t-elle. « On dirait qu'il est nouveau-né. »« C'est un petit garçon, » répondit don Juan, « qu'on a déposé cette nuit à la porte de notre maison. Mais la gouvernante va chercher quelqu'un qui lui donne à téter. »« Qu'on me l'apporte ici, pour l'amour de Dieu, » reprit la dame, « et je ferai cette charité aux enfants d'autrui, puisque le ciel ne veut pas que je le fasse aux miens propres. » Don Juan appela la gouvernante, lui prit l'enfant et le mit dans les bras de celle qui le demandait en lui disant « Voilà, madame, le présent qu'on nous a fait cette nuit. Et ce n'est pas le premier, car peu de mois se passent sans que nous rencontrions de semblables trouvailles sur le seuil de nos portes. » La dame le prit dans ses bras, regarda attentivement son visage et les langes pauvres mais propres qui l'enveloppaient. Puis, sans pouvoir retenir ses pleurs, elle étendit sa coiffe de nuit sur son sein pour pouvoir le donner avec décence à l'enfant. Lui approcha la bouche de sa mamelle, baissa son visage sur le sien, et tandis qu'elle le nourrissait de son lait, elle le baignait de ses larmes. Elle resta dans cette posture, sans relever la tête, tant que l'enfant ne voulut pas abandonner le sein. Cependant, tous quatre gardaient le silence. L'enfant tétait. Mais il ne prenait point de lait, parce que les nouvelles accouchées ne peuvent donner le sein. Aussi la dame, s'en étant aperçue, rendit l'enfant à don Juan. « En vain, dit-elle. Je me suis montrée charitable. Je suis trop neuve sur semblable matière. Faites, Seigneur, qu'on arrose un peu la bouche de cet enfant avec du miel. Mais ne permettez pas qu'on l'emporte à cette heure-ci par les rues. Laissez venir le jour et qu'on me le rapporte avant de l'emmener. Je trouve à le voir une grande consolation. » Don Juan remit l'enfant à la gouvernante. Il lui recommanda d'en avoir soin jusqu'au jour, de lui remettre les riches langes dans lesquels il l'avait apporté, et de ne point l'emmener sans l'en prévenir. Il rentra. Et quand ils furent tous trois seuls, la belle Cornélia leur dit « Si vous voulez que je parle, donnez-moi quelque chose à manger, car je me sens défaillir, et n'en ai que trop de raison. » Don Antonio courut ouvrir son secrétaire et en tira plusieurs conserves, dont la dame évanouie mangea quelques bouchées. Elle but ensuite un verre d'eau froide qui la fit revenir à elle, et se trouvant plus tranquille, elle reprit. « Asseyez-vous, Seigneur, et écoutez-moi. »